Un chapitre qui suit la continuité des précédents avec une avancée sur la mise en place du coup d'état par les samouraïs de Wano afin de récupérer leur pays des mains du terrible empereur Kaido ainsi que du shogun actuel Orochi. Les révolutionnaires de Wano Kuni se sont divisés en 3 groupes ayant chacun leur base d'opération militaire. Nous avons Kinemon, Raizo et Kawamatsu que nous allons suivre durant tout ce chapitre. En effet, il est mis à l'honneur de bien des manières et la révélation de fin de chapitre est incroyable et nous en apprenons beaucoup sur le personnage de Gyukimaru. La vidéo va bien évidemment spoil le chapitre 953 étant donné qu'il s'agit d'une review et avant de commencer je t'invite à laisser le pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. La première partie du chapitre se consacre à un flashback de Kawamatsu où l'on apprend plus sur comment il a perdu de vue Hiyori alors qu'il était de son devoir de la protéger au péril de sa vie. Et bien en réalité c'est Hiyori qui s'est enfuie car elle ne supportait plus de voir Kawamatsu se sacrifier pour elle. En effet, le kappa des 9 fourreaux avait l'habitude de sauter plusieurs repas afin de laisser la petite manger et Hiyori s'en était aperçue. Nous pouvons imaginer à quel point il était difficile pour Kawamatsu de trouver à manger après la guerre qu'il y a eu entre le clan Kozuki et le clan Orochi, appuyé et aidé par Kaido. Un personnage ayant une importance aussi grande dans le clan Kozuki aurait bien évidemment du mal à trouver un travail, se montrer ou bien évidemment trouver de la nourriture tout simplement. Alors il la volait. Kawamatsu, après avoir cherché Hiyori partout où il pouvait, décida de se faire seppuku, se donner la mort de manière digne chez les samouraïs, et s'est dirigé vers le pont d'Oihagi qu'il considérait comme lieu noble pour le voir mourir. Mais il tomba sur un renard assez particulier du nom d'Onimaru. Il s'agissait de l'animal de compagnie de Shimotsuki Ushimaru, le chef de la famille Shimotsuki et le daimyo du territoire de Ringo qui a perdu face à Kaido aussi. Seulement, à Ringo se trouve le cimetière éternel, un lieu où les corps périssent beaucoup plus lentement après leur mort tellement il fait froid. Et la tradition du peuple de Ringo voulait que chaque bébé né reçût un katana qui devenait sa pierre tombale à sa mort. Mais depuis la défaite des samouraïs, les pillages ont commencé. Seulement, durant 5 ans, Onimaru protégeait les tombes à lui tout seul, malgré les blessures, le froid et la fatigue. Il s'agissait d'un Koma Kitsune, la concaténation des mots de Koma Inu et Kitsune. Koma Inu étant les statues que nous pouvons trouver près de la plupart des temples shintoïstes du Japon et représentant un chien-lion qui serait à la fois un gardien et messager. Kitsune signifiant renard en japonais tout simplement. Après que Kawamatsu ait soigné Onimaru, il réussit à le persuader de le laisser prendre les katanas car il savait que 13 ans après arrivait la fin de la guerre qui a commencé lors de l'arrivée de Kaido. Ils ont alors planqué tous les katanas dans un souterrain et Kawamatsu protégeait le cimetière au niveau du pont d'Oihagi. Pour ne pas se faire reconnaître, il se nomma Gyukimaru et récupérait les katanas des pilleurs pour augmenter le nombre d'armes qu'ils pourraient fournir à l'heure fatidique. Revenons au présent. Zoro, qui a suivi Gyukimaru, l'a vu ouvrir une porte et disparaître et attend Kawamatsu avant de rentrer à l'intérieur et de s'immiscer dans ce qui semble être un souterrain. Kawamatsu arrive alors et entre dans le souterrain, lui faisant témoigner d'un nombre incroyable de katanas, tous rangés, attendant des samouraïs vaillants pour retourner au combat. Kinemon les contacte afin de les prévenir de la pénurie d'armes vu les renforts du Don signalés par Raizo, mais le kappa lui répond qu'il pourra équiper et armer toute l'armée même s'ils sont des milliers. Cela nous permet de voir que nous sommes véritablement dans la préparation d'un coup d'état. Oda met en avant tranquillement l'armement des armées, les bases d'opération des chefs ainsi qu'une structuration des plans. Nous ne pouvons que faire le lien avec l'arc Arabasta qui nous rappelle Koga, le leader des révolutionnaires, d'un côté et Cobra de l'autre côté. Mais il est vrai qu'il y avait un médiateur et manipulateur à Alabasta, Crocodile. Alors qu'ici nous avons des médiateurs, les Mugiwara qui participent activement à rallier les samouraïs à la noble cause du clan Kozuki. Kinemon, Raizo, Kanjuro et Kawamatsu se voient être développés d'une manière particulièrement intéressante car nous sentons leur expérience à travers leur manière de communiquer et de mettre en place très rapidement des mesures. Ce qui était pareil avec Ashura Doji qui avait déjà mis de côté un maximum de navires nécessitant d'être réparés pour prendre d'assaut Onigashima. Et cette lecture plus politique de Wano Kuni est un exercice très intéressant et important pour souligner la qualité d'écriture de l'auteur et je vous invite fortement à le faire. Kawamatsu est particulièrement choqué de voir à quel point tout a été bien entretenu malgré son absence au cours de ces 13 dernières années. Car en effet, il a été emprisonné alors qu'il volait du tofu frit pour nourrir Onimaru. Mais nous apprenons que celui qui a pris la succession de Kawamatsu et tenu la baraque en son absence n'est autre que Gyukimaru, le lien étant facilement faisable étant donné qu'il s'est nommé de la même manière. Mais Gyukimaru n'est nul autre que Onimaru. En effet, Onimaru est le troisième personnage fortement inspiré du folklore japonais et plus précisément des yokai au cours de cet arc Wano Kuni. Si vous connaissez forcément les Tengu et les Kappa, un tant soit peu que vous ayez lu quelques mangas, vu quelques animés ou que vous vous êtes renseigné sur le folklore japonais, le Kitsune est en réalité tout aussi populaire et présent dans bien des œuvres. Il s'agit d'un yokai très reconnaissant capable de prendre forme humaine après avoir vécu un certain nombre d'années. Comme nous l'a démontré Onimaru, qui s'est transformé en Gyukimaru
rue pour récupérer les armes de ceux qui traversent le pont d'Oihagi. Le chapitre se termine par une demande assez particulière de Hiyori à Zoro. Elle voudrait que ce dernier rende Shusui à Wano Kuni. Ce que Zoro refuse catégoriquement, bien évidemment étant donné qu'il s'agit de son katana et qu'il l'a hérité de Ryuma lui-même. Chose assez compliquée à imaginer, mais nous nous souvenons du combat épique entre Zoro et un Ryuma très affaibli étant donné qu'il ne s'agissait que d'un zombie. Mais ces informations nous révèlent potentiellement comme Moria a volé le corps de Ryuma ainsi que son katana. C'était sûrement il y a 20 ans lors du grabuge entre Oden et Kaido. En effet, il est expliqué que depuis la disparition de ce katana, les samouraïs ont commencé à perdre jusqu'à perdre totalement. De plus, nous comprenons que Ryuma était potentiellement enterré dans le cimetière éternel, ce qui expliquerait pourquoi son corps était encore assez bien conservé, bien qu'il soit mort depuis des siècles. Mais revenons à la demande de Hiyori, cette dernière propose un truc bien intéressant qui pourrait aider Zoro lors de son combat face à Kaido. En effet, elle lui propose de lui donner la fameuse lame Enma, signifiant Dieu des enfers dans le bouddhisme. Ce qui me permet de vous renvoyer à une ancienne théorie où j'avais lié Zoro au bouddhisme et à ses techniques. Mais cette lame pourrait permettre à Zoro d'accéder au niveau des enfers. Mais ce katana n'est pas qu'un simple katana, il est légendaire et est celui utilisé, sûrement par Oden à l'époque, pour infliger la seule et unique cicatrice à Kaido. Cette révélation est folle car elle nous apprend que Oden a potentiellement combattu le monstre et a réussi à le blesser à l'aide de ce katana. Zoro pourrait l'utiliser à son tour pour blesser Kaido 20 ans plus tard. Zoro mériterait de porter Enma et je pense qu'il va la prendre et laisser Shusui. Seulement, avant le départ des Mugiwara de Wano Kuni, afin de les remercier d'avoir vaincu Kaido, le peuple pourrait potentiellement offrir Shusui à Zoro lui expliquant qu'il mérite d'hériter du légendaire samouraï Ryuma. Bien évidemment, je fais partie de ceux qui considèrent que Zoro aura un rôle important durant cet arc et potentiellement face à Kaido, mais je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Zoro battra Kaido lors d'un affrontement entre les deux. J'ai toujours personnellement considéré que la légende de Kaido poussait à nous faire comprendre que Kaido serait vaincu par un groupe de personnes et non une seule. En tout cas, j'ai véritablement bien apprécié ce chapitre et les deux précédents. J'aime beaucoup ce côté géopolitique qui se calque sur l'ère Edo pour retranscrire ça à Wano Kuni, et les révélations que nous apportent ces chapitres sont certes petites mais non des moindres, car la mise en place de la révolution avance à grands pas et cela me hype pour la suite. Et toi, qu'as-tu pensé de ce chapitre? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser le like. Et si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche afin d'être notifié de mes prochaines sorties et je te souhaite la bienvenue. Pour terminer, tu peux m'aider en partageant la vidéo sur les réseaux sociaux et auprès de ton entourage et je te remercie grandement. C'était Ryuzaka, El Psy Konguru.